Ben, merci beaucoup d'être ici. Ce livre-là, ça fait longtemps qu'il est en gestation, donc je suis très content qu'il soit enfin sorti, puis qu'il y ait plusieurs personnes d'ailleurs qui ont contribué, qui soient présentes. C'est issu d'un colloque qui a eu lieu à l'UQAM, puis entre-temps, il y a eu des demandes d'actualisation, parce que comme vous le savez, en logement, il y a des nouveaux règlements, puis des nouvelles lois à peu près à chaque session, ou à chaque, même des fois à chaque semaine. Donc il se passe beaucoup de choses. Donc c'était évidemment, on essayait de rester un petit peu à jour, tout en même temps impossible de prétendre coller totalement à l'actualité parce qu'il se passe trop de choses. Euh, et puis après, il y a eu tout le processus de soumission, évaluation, attente de financement. Donc c'était un long processus, mais je crois que euh, toutes les conclusions, toutes les analyses de ce livre restent totalement d'actualité. C'est-à-dire, ça fait partie un petit peu des choses qui sont à la fois rassurantes d'un point de vue intellectuel et puis désespérantes d'un point de vue politique. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu des constantes dans nos sociétés et ben, les inégalités, la domination, l'oppression, etc., ça fait partie des constantes, malheureusement. Même des fois, ça s'accentue. En ce moment, on peut dire que c'est une période d'accentuation à ce niveau-là. Euh, mais donc, c'est un travail collectif. Et d'ailleurs, je voulais remercier les PUM, et notamment Nicolas Lévesque qui a aidé pour l'édition, puis tout le travail d'accompagnement, la librairie aussi qui nous accueille ici dans le quartier. Le collectif, le Sémaphore, qui a fait la projection sur l'immeuble Van Horn avec notre cher ministre qui maintenant est rendu au Trésor, donc qui a une belle promotion. Et donc ça, c'est le collectif Le Sémaphore qui avait fait la projection et qui avait fait la photo. Donc je les remercie aussi de nous avoir laissé utiliser la photo pour la couverture. Et puis évidemment, merci à toutes les personnes qui ont contribué à l'ouvrage. Je vais pas prétendre vous résumer tout le livre parce que là, on serait parti pour une session, un cours d'une session, là, ça serait trop long. Mais je voudrais quand même souligner quelques points. Peut-être d'abord rapidement une question de définition, c'est le côté un petit peu prof là. Gentrification, c'est un mot qu'on entend beaucoup. D'ailleurs, dans l'introduction, je fais un peu une comptabilité des occurrences du mot gentrification, puis du mot embourgeoisement dans les médias, puis qu'on voit depuis le début des années 2000, en fait, ça explose. Il y a de plus en plus d'articles dans les journaux qui parlent de la gentrification ou de l'embourgeoisement. Moi, j'ai opté pour le mot gentrification, j'explique dans l'introduction, parce que je crois que c'est plus précis. L'embourgeoisement, c'est beaucoup plus général. Une personne peut s'embourgeoiser, une personne peut difficilement se gentrifier comme telle. Quand j'ai fait mes recherches, je trouvais qu'on parlait aussi de l'embourgeoisement d'un modèle de voiture, par exemple. Quand Mercedes sortait un nouveau modèle, il disait que c'est l'embourgeoisement de la gamme, je ne sais pas trop quoi. On ne peut pas dire qu'une voiture se gentrifie, ça n'aurait aucun sens. Donc je trouve le mot gentrification, bien qu'il soit d'origine anglaise, est plus approprié pour parler des questions de logement. Et ça met le cœur sur, bah, comme le mot bourgeoisement aussi à ce niveau-là, mais ça met le cœur sur les relations de classe. C'est une question de classe sociale. C'est le cœur de la gentrification. On peut parler de plein d'autres aspects. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a aucun autre aspect, mais le cœur, le nœud de l'histoire, c'est vraiment les rapports de classe et donc les inégalités aussi. Et on parle d'une appropriation de l'espace résidentiel, de l'espace public d'une classe, je veux dire, par une classe aux dépens d'une autre classe. Et ça se traduit par une recomposition sociale de l'espace résidentiel, donc de façon très rapide. En gros, il y a des gens plus fortunés qui arrivent dans un quartier et qui contribuent à changer totalement le quartier au niveau du coût du logement, même du coût de la propriété, de l'offre commerciale, de le type de service, donc ils s'approprient aussi de l'espace public. Et les populations plus anciennes se vivent comme une dépossession de leur quartier, comme une dépossession de leur identité aussi, et des fois, pour des raisons financières, sont contraintes de partir, parce qu'elles ne peuvent pas payer le loyer, les loyers qui augmentent. Et quand elles quittent leur quartier, ben, c'est généralement pour des quartiers plus éloignés, pour la périphérie, et donc elles s'éloignent des services auxquels elles étaient habituées, elles s'éloignent de leur réseau d'amis, de leurs réseaux familiaux. Des fois, quand ce sont des communautés où il y a par exemple des congrégations religieuses particulières, ben, elles s'éloignent des fois de leur lieu de culte, ce qui rend aussi très difficile le maintien de certaines fréquentations ou habitudes religieuses. Pareil pour l'alimentation, il y a des boutiques qu'on trouve dans son quartier mais qui ne sont pas nécessairement disponibles ailleurs, etc. etc. Donc c'est pas simplement on change de logement ou on paye un petit peu plus et c'est tout. Non, en fait, c'est tous les aspects de la vie qui sont profondément affectés par ces déplacements et ces déplacements sont vécus comme une forme de violence. Il n'y a personne qui part comme ça de façon désinvolte après avoir habité 10 ans, 20 ans, 30 ans dans un quartier. C'est vécu comme un processus qui est très très difficile
Et en plus, si c'est à un certain âge, ben, c'est très difficile de se refaire un réseau social, de se réinsérer, d'avoir de nouveau des lieux sur lesquels on peut s'appuyer, une communauté sur laquelle on peut s'appuyer quand on a vécu 30, 40 ans dans un endroit et que tout ça change du jour au lendemain. Donc, on met vraiment dans le livre, de plein de façons différentes, l'accent sur cette dimension de rapport de classe. Et on met dans le titre et dans le bouquin de différentes façons, on parle de gentrification au pluriel, parce que c'est des débats académiques, là, parce que je ne prétends pas les résumer en 2 minutes, mais il y a beaucoup de gens qui insistent sur le fait que c'est un phénomène générique, c'est-à-dire qui est lié au capitalisme. C'est, disons, la manifestation résidentielle des rapports de classe propres à l'économie capitaliste. Et donc, si on regarde, d'ailleurs je le cite dans l'introduction, si on regarde Engels, Frédéric Engels, ce qu'il raconte sur le 19e siècle et sur le baron Haussmann à Paris notamment, ben, vous changez les noms des villes et vous pouvez quasiment avoir la même chose aujourd'hui. Donc ça montre qu'en 150 ans, il y a quand même, encore une fois, des constances, il y a des choses qui ne changent pas tellement. Donc, il dit, voilà, c'est générique. Mais en même temps, la forme concrète que prend la gentrification peut varier beaucoup. C'est situé à ce niveau-là, ça dépend de l'imbrication particulière des rapports de classe dans une ville, dans un pays, ça dépend de l'histoire, ça dépend des institutions, ça dépend de la culture. Et donc, c'est pour ça que souvent, on parle de gentrification au pluriel. Même à Montréal, la gentrification du plateau ou du Myland n'est pas pareille que celle de Griffintown ou que celle qui a eu lieu le long du canal de la Chine. C'est des formes différentes, avec des types d'investissements différents, des acteurs différents. Et à ce niveau-là, les dynamiques ne sont pas exactement les mêmes, les implications politiques, économiques ne sont pas exactement les mêmes, bien qu'au final, ça se traduise toujours par des déplacements de population, des déplacements forcés de population. À une échelle aussi plus globale, il y a un auteur que je mentionne, puis ce n'est pas le seul évidemment, un urbaniste chilien qui s'appelle Ernesto López Morales, qui lui souligne le fait que notre compréhension de la gentrification est tributaire de l'Europe, de l'histoire européenne, et que la première personne à avoir parlé de gentrification comme telle, le concept, c'est Ruth Glass, qui était une sociologue romaniste britannique dans les années 60, et elle parlait des quartiers de Londres dans les années 50 qui changeaient, avec notamment la gentry, d'où le mot gentrification, la gentry qui achetait des anciennes écuries londoniennes, qui les restaurait et qui en faisait des beaux petits appartements qui étaient revendus très très cher sur le marché immobilier. Et ça, c'est le modèle type, l'idéal type, on peut dire, au début, mais depuis, ça, comme je disais plus tôt, ça a pris plein de formes différentes, mais surtout dans plein de pays du Sud, dans plein de villes du Sud, la référence du quartier gentrifié avec plein de petites boutiques, des petits cafés, des petites rues étroites, des beaux parcs et tout, ça ne correspond pas à la réalité de beaucoup de villes du Sud. Et donc, si on pense que c'est nécessairement ça la gentrification, il y a plein de manifestations du phénomène qu'on ne va pas prendre en compte parce qu'on va se limiter à une conception très, très située et très européenne de ce qu'est la gentrification. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important d'élargir et de rester ouvert à différentes manifestations que prend le phénomène. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est que c'est un phénomène qui est structurel. Et ce qu'on veut dire par là, c'est lié évidemment à la question des rapports de classe, c'est que c'est un ensemble de relations sociales, un ensemble d'institutions, et ça génère des effets indépendamment de vos intentions à vous comme individu. Donc les personnes qui contribuent à la gentrification, en partant des politiciens qui font les politiques publiques, les lois, qui gèrent les institutions, des bureaucrates, au niveau municipal, au niveau de l'appareil d'État, des ministères qui mettent tout ça en place, les promoteurs immobiliers qui investissent, qui ont des attentes de rendement financier, etc., jusqu'aux gens qui vont acheter les logements, qui vont déménager dans un quartier, des fois on a l'image des pionniers, où au début de la gentrification, soi-disant, c'est principalement des intellectuels, des artistes, donc des gens pas nécessairement très riches, financièrement parlant, mais quand même avec un niveau de scolarité plus élevé, et qui contribuent à rendre le quartier, disons, plus désirable, pour notamment les classes moyennes ou les classes supérieures. Donc, il y a plein d'acteurs là-dedans qui sont impliqués, mais ça ne dépend pas nécessairement de l'intention des gens. Il peut y avoir des gens très sympathiques, mais qui contribuent quand même à la gentrification. Même des gens de gauche ou d'extrême gauche, mais qui contribuent quand même à la gentrification. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes super partisan du droit au logement et vous appuyez votre comité logement, ce qui est très bien, hein, ce n'est pas ça l'enjeu, mais vous appuyez votre comité logement et tout, que par conséquent, vous ne contribuez pas du tout à la gentrification. Vous pouvez quand même y contribuer. De même qu'un patron peut être sympathique, mais ça reste un patron. Ce qui fait qu'il est propriétaire des moyens de production, indépendamment de son caractère et du fait qu'il soit sympathique ou pas. Et on ne fait pas grève
parce que le patron est sympathique ou pas sympathique. On fait grève parce qu'on défend des intérêts matériels. C'est pareil pour le logement. Il y a des enjeux qui ne sont pas du tout liés à la personnalité des gens, c'est lié à des positions sociales et à des dynamiques structurelles. Et donc ça, c'est très très important de le garder à l'esprit. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas gentils ou qu'ils sont gentils et que ça dépend finalement des intentions des gens, c'est des dynamiques qui sont beaucoup plus globales et qui sont liées à la forme que prend notre société et à les interactions entre les différents acteurs concernés. Je vais vite, hein, je sais qu'on peut faire plein de nuances et tout, là, mais j'essaie juste d'esquisser différentes choses. Je voudrais aussi souligner différents... Après, je vais vous parler un petit peu du contenu du livre, un peu par chapitre, là, mais des angles morts, parce que le livre ne parle pas de tout, puis je voudrais en souligner quand même 4, on peut dire. Tout d'abord, la question raciale qui est absente du livre. D'ailleurs, on me l'a reproché au moment de l'évaluation du manuscrit, ce qui m'a amené à rajouter dans l'introduction toute une section où je discute de la dimension raciale, en fait, du logement, de la question du logement. Aux États-Unis, c'est un enjeu qui est vraiment très, très structurant pour des raisons historiques liées à la place de l'esclavage dans l'économie américaine, toutes les pratiques de redlining aussi, donc de discrimination liées à l'accès au logement, ou ce qui fait que la population noire n'avait pas accès au crédit, où les valeurs, la propriété foncière était dévalorisée, comme dans les quartiers noirs. Donc il y a des facteurs structurels qui font qu'aux États-Unis, ça a une importance vraiment centrale. Au Canada, ça a une importance aussi, mais il n'y a pas le niveau de concentration raciale dans certains quartiers ou ethno-raciale dans certains quartiers qu'on a dans les villes américaines. Dans certains quartiers, par exemple, de New York, on parle de 70-80% de la population qui est afro-américaine et qui, au fur et à mesure qu'elle se gentrifie, le quartier se blanchit. Donc un quartier comme Crown Heights, à Brooklyn, est passé en l'espace d'à peu près 10 ans, d'à peu près 70-75% de population afro-américaine, principalement de la Caraïbe, à peu près maintenant 45-50%. Donc il y a vraiment un blanchissement de la population. Donc les gens sont plus fortunés, plus éduqués, mais aussi plus blancs quand un quartier se gentrifie. En Amérique latine, il y a aussi ce débat-là. La ville de Mexico, la capitale du Mexique, il y a eu récemment des manifestations contre la gentrification qui ont visé en particulier les touristes, qui ont eu beaucoup de couverture médiatique en Amérique latine, à cause des nomades numériques, donc les travailleurs, les gens qui peuvent travailler à distance, beaucoup d'Américains, pas que, mais beaucoup d'Américains, et qui, à partir de la Covid, ont commencé à s'installer ailleurs dans le monde, en l'occurrence à Mexico City, et ils travaillent à distance, mais eux ont évidemment une capacité économique, un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus supérieur aux populations locales. Ils sont disposés à payer des prix pour le logement qui ne correspondent pas du tout aux capacités de la population locale, et donc ils contribuent au déplacement de certains quartiers. Et donc au Mexique, on parle de blanqueamiento, de blanchissement, pour parler de gentrification. Et là, c'est encore Ernesto López Morales, que je mentionnais plus tôt, qui dit le blanchissement, il se fait de 3 façons. D'abord, la population nouvelle est beaucoup plus blanche que la population ancienne. Ensuite, ses goûts esthétiques l'amènent à changer la couleur des quartiers. Quand les blancs arrivent, en fait, ils repeignent dans des couleurs plus claires. Et les couleurs plus vives sont plus utilisées par les populations latino, autochtones, ou en États-Unis, les populations afro-américaines. Il y a une étude comme ça à Washington qui montre que quand ça se gentrifie, ça devient gris-beige. C'est dans les goûts esthétiques, en fait, des nouvelles populations. Donc, il y a un blanchissement aussi au niveau de la couleur des murs, au niveau de la couleur du logement. Et puis après, ça, c'est peut-être plus propre à l'Amérique latine. Je ne sais pas comment ça se passe ici, à ce niveau-là, mais le blanchissement d'argent, ou en Amérique latine, et au Mexique en l'occurrence, c'est en fait les cartels qui blanchissent l'argent en investissant dans l'immobilier. Donc, blanchissement de plein de façons différentes. À Montréal, la question se pose différemment. C'est pas la question raciale ne se pose pas du tout, mais je crois que ça se pose différemment et ça n'a pas l'ampleur que ça a aux États-Unis. Mais c'est généralement un angle mort de la plupart des études du logement à Montréal. Et c'est aussi, on le voit dans le mouvement pour le droit au logement. C'est un mouvement qui reste très, très majoritairement blanc, à part dans certains quartiers comme Parc Extension, où là, il y a davantage de représentation de gens issus de l'immigration, mais sinon, ça reste très, très, très blanc. Et il y a un décalage entre les gens qui défendent la cause du logement et la réalité des populations locataires, ou de la classe des locataires, qui est beaucoup plus plurielle ou beaucoup plus diversifiée que les gens qui parlent en son nom. Donc ça pose aussi des enjeux politiques de représentation, qui peut parler au nom des locataires. Une autre dimension qui est aussi reléguée à l'arrière-plan dans le livre, qui est
un petit peu plus étudiée au Canada que la question raciale, mais c'est la question du genre. Là, il y a quelques sociologues ou urbanistes comme Winifred Curran ou Leslie Kern à Toronto qui ont parlé un petit peu de la dimension genrée de la gentrification, comme quoi ça n'affecte pas de la même façon les hommes et les femmes. Et sur la question du logement, comment les femmes, et notamment les mères monoparentales pauvres, sont affectées en particulier par les hausses de loyer ou par les expulsions de logements, est très très peu étudié. Un livre dont vous avez peut-être entendu parler, Evicted, de Matthew Desmond, ou en français c'est Avis d'expulsion, qui a été publié chez Lux. Ce que dit Matthew Desmond dans son étude des évictions aux États-Unis, lui c'est à Milwaukee, la ville de Milwaukee aux États-Unis, ce qui montre, c'est que la première catégorie, la principale catégorie de personnes affectées par les expulsions de logements aux États-Unis, ce sont les femmes afro-américaines. Puis il dit, dans la reproduction de la pauvreté, des inégalités, les expulsions de logements jouent pour les femmes afro-américaines le rôle que joue la prison pour les hommes afro-américains. Donc c'est vraiment quelque chose qui est systémique, qui est structurant dans l'économie locale et qui contribue énormément à la reproduction des rapports de classe et des rapports raciaux aux États-Unis. Donc la question du genre, la question de comment les femmes en particulier sont affectées par le logement est aussi très peu étudiée, ou en tout cas beaucoup moins étudiée que les autres questions. Le troisième angle mort que je soulignerai rapidement, c'est la question de l'âge. Puis là, Julien en parle dans son livre. Puis il pourra développer évidemment. L'introduction du livre commence avec le suicide d'une personne qui s'appelle Juliane à Verdun qui se suicide. Ça faisait 40 ans que Juliane habitait dans son logement à Verdun. Et donc l'idée de déménager après avoir habité 40 ans dans son logement, pour lui, c'était impensable. Ça l'a amené aussi à se suicider. Il y a quelques études de santé publique qui montrent qu'il y a une corrélation entre menaces d'expulsion, insécurité résidentielle et risque de suicide. Ça ne veut pas dire que tout le monde se suicide, évidemment, heureusement, évidemment, mais ça fait partie des effets les plus dramatiques en fait, de la gentrification. C'est pour ça qu'un peu dans le livre, de façon un peu provocante, on se demande est-ce que la gentrification tue? Parce que ça peut conduire à ce genre d'effet-là. Et donc là, pour les populations plus âgées, il y a un niveau de vulnérabilité qui est particulièrement aigu et qu'il faut prendre en compte. Et ces populations sont souvent d'autant plus invisibilisées qu'elles sont peu présentes dans l'espace public, elles prennent peu la parole dans l'espace public. Et évidemment, c'est un problème quand il s'agit de défendre leurs intérêts. Puis le quatrième point, et après je m'arrêterai là pour le tour d'horizon, c'est la résistance qu'on présente dans le livre en donnant la parole à différents organismes historiques de la lutte pour le droit au logement au Québec, le POPIR avec Patricia, le RECLALC avec Maxime, je ne sais plus, il n'est pas là, et le Frappru aussi, avec Émilie Joly, avec François, mais c'est Émilie Joly qui a fait le chapitre. Donc là, on leur donne la parole pour qu'ils racontent aussi l'historique des luttes. Là, on voit aussi la constance des thèmes. Hein. Le logement social, ça fait longtemps qu'on demande ça au Québec. La question de la régulation des loyers, le contrôle des loyers, ça fait longtemps qu'on demande ça. Ce qu'on voit, c'est que ça prend énormément de temps pour avoir des gains, puis ce sont des luttes historiques. Et donc, ce n'est pas quelque chose que tout d'un coup les gens découvrent. Il y a une histoire aussi derrière ces luttes et ces revendications. Et la question que je pose à la toute fin du livre, c'est comment ça se fait en fait que malgré l'ampleur des effets de la gentrification, malgré la quantité de gens touchés par la question du logement, il y ait quand même si peu de résistance active, que ça reste quand même, qu'on compare au mouvement écologiste, aux féministes, au mouvement étudiant, à plein d'autres enjeux, ça reste quand même un mouvement qui a une capacité de mobilisation moindre. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui se passent, mais ce n'est pas un mouvement de masse comme on a pu le voir sur d'autres causes. Et ça, c'est une des énigmes, et je ne prétends pas avoir la réponse, mais c'est une des énigmes considérant la quantité de gens qui sont affectés par la question du logement. Donc, pour finir, je voudrais juste mentionner un petit peu les différents chapitres. On a un chapitre de Ted Rutland, qui est ici, qui nous parle de la condoisation du logement, avec une perspective plus à la longue durée. Et je pense que c'est un chapitre qui est très important parce qu'il nous montre notamment que ce sont des choix politiques. La conversion au condo, ce n'est pas simplement un truc spontané du capitalisme, ce sont des décisions politiques, ce sont des politiques publiques, c'est régulé, encadré, et ce sont donc les décisions des gens dans les arrondissements, au conseil municipal, dans les ministères. C'est ça qui fait qu'on peut ou pas transformer un logement en condo et que le logement va être plus ou moins accessible. Donc tout ça, c'est un produit politique et donc c'est un enjeu de volonté politique aussi quand on prétend résoudre le problème.
Hélène Bélanger, qui je crois qu'elle n'est pas là, elle nous parle de la mixité sociale dans Rosemont, notamment comment les Shop Angus ont été transformés. Et c'est présenté souvent comme une mixité sociale réussie. Là, il y a matière à débat, évidemment, sur ce qu'on entend par réussi, puis réussi pour qui. On a Jean-Vincent Bergeron-Godin qui, lui, nous parle du mouvement pour le droit au logement, et donc il se concentre sur un autre type d'acteur, évidemment, mais ce qu'il nous montre, c'est que depuis les années 80, en fait, le Frappru, le Réclame parle de gentrification ou d'embourgeoisement. Puis depuis les années 80, il dénonce les pressions à la hausse sur les loyers, les déplacements de population et l'urgence de faire quelque chose pour freiner l'avancement de la spéculation et les déplacements de population. Donc, quand je vous parlais de constance, ça fait 40, 50 ans que ces organismes soulèvent ce genre de problèmes et ce n'est pas réglé. Donc, il y a des filiations et des historiques à prendre en compte. Et puis, comme je souligne souvent, le travail de François contribue à tout ça avec les différents livres qu'il a écrits. Ensuite, on a 3 chapitres qui, là, mettent l'accent sur les expériences. Comment les gens vivent la gentrification. Geneviève Bréau, qui, je ne connais pas là, nous parle de l'expérience du TAL, donc du tribunal administratif du logement. Ce que ça peut vouloir dire d'aller au TAL, puis surtout au niveau quantitatif, le fait que généralement, sauf exception, il y a peu de chances que vous en sortiez gagnant, sauf si vous avez un super avocat, puis des preuves, il y a plein de trucs là, mais disons que c'est plutôt rare. Et c'est important parce que le TAL, souvent, et les différents tribunaux du logement sont présentés comme une façon d'équilibrer un petit peu plus la relation entre propriétaires et locataires. Et là, il y a des biais, en fait, même structurels dans le fonctionnement du TAL qui font que c'est impossible, ou en tout cas très rare. Ensuite, on a un chapitre de Amy qui nous parle de les différentes formes de déplacement qu'il y a dans Saint-Henri, et notamment, parce qu'on pense déplacement de population, mais aussi déplacement culturel, déplacement de l'offre de services, qui est remplacé par d'autres types de services, commercial, politique, et donc qui montre que le déplacement, ce n'est pas juste démographique, ce n'est pas juste que la population change, mais qu'en fait, c'est tout le quartier qui change. Le chapitre de Fred Burrell, lui, nous parle, historien, histoire sociale, et il met l'accent en fait sur le mythe de la tabula rasa, le fait que souvent les promoteurs, quand ils vendent un quartier, ils changent le nom du quartier, ils font comme si avant il n'y avait rien qui existait, c'est la table rase. Et ça on le voit dans Hochelaga, comme avec l'idée de le renommer Oma, par exemple, en disant comme c'est quasiment un nouveau quartier qui naît de rien, puis là avec des super beaux immeubles, des beaux ensembles, puis c'est vert, puis il y a des bibliothèques, puis des services, puis des parcs et tout là. Et là, en fait, on nie totalement l'histoire du quartier, puis l'histoire des gens qui habitent encore dans le quartier, qui sont nés, qui ont grandi dans ces quartiers-là, et on les expulse finalement de l'image et de l'identité du quartier. On en fait comme des restes archaïques qui sont condamnés à disparaître avec le temps, et ce sont les nouvelles populations qui prétendent incarner véritablement le quartier. Puis il y a ça dans plein de villes, évidemment. Puis après, les 3 chapitres, là, comme j'ai dit rapidement, on a le Frappru qui nous fait un petit peu l'histoire des luttes pour le droit au logement, aussi un peu la fin d'Axtélogie, ce remplacement qui ne marche pas. On a le Réclal qui nous parle des évictions, puis l'enjeu du contrôle des loyers, le registre des loyers qui reste une revendication centrale, mais pour l'instant, évidemment, on n'en est pas encore là du tout. Et puis Patricia qui nous raconte plus des luttes dans Saint-Henri avec le Popir, qui sont multiples, là, des fois contre la gentrification spécifiquement, puis des fois pour défendre des lieux, pour éviter que des lieux deviennent des lieux de spéculation et qui restent quand même du logement social dans Saint-Henri. Donc, on ne touche pas tout, c'est impossible, mais on touche quand même à beaucoup de choses. Et puis je crois que les conclusions, les analyses et les conclusions des chapitres restent, malheureusement à certains égards, incroyablement d'actualité. Et donc je les remercie pour leur contribution. Et je te cède la parole, Julie. Ben merci. De rien. Merci de m'avoir invité ici. Là. La première fois que j'ai connu Marcos en suivant un de ses cours, il y a 12 ans, je crois. Et moi, je voulais souligner en premier, justement, la pertinence et la qualité de tous les chapitres parce que, premièrement, pour la recherche sur la gentrification, mais aussi pour tous les étudiants et étudiantes qui voudront travailler là-dessus, les journalistes, tu sais, comme Émilie, Patricia, Fred, tout ça, Maxime, qui était au Reclac dans le temps,
Ted, évidemment, militants Geneviève. aussi. Hein? Et les militants qui luttent pour du logement. Oui, bien c'est ça. Non, mais il y a des groupes particuliers séparés. Oui, exactement. Sauf que ce que je voulais dire, c'est que ben, tout ce beau monde-là était très ancré, et l'est encore, dans ton cas notamment de Patricia, mais dans les luttes de logement et dans aussi les histoires des gens, le réel, les drames humains qui se jouent là-dedans, tu sais. Puis ça apparaît vraiment beaucoup dans les chapitres, en fait. Puis c'est un livre qui est indispensable parce que je pense qu'il n'y en a pas un comme ça au Québec. Il n'en existe pas un, right? Là-dessus, comme ça, non. Bon, puis même si, des fois, comme Marcos disait, il peut y avoir des décalages temporels, puis tu sais, je l'ai vécu avec mon livre aussi, mais moi, j'ai les statistiques de 2016, puis ça me travaille beaucoup, parce qu'on est rendu en 2025, mais pour vrai, c'est les mêmes choses. C'est la même affaire, on peut updater les chiffres, ça ne change pas grand-chose. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est notamment les verbatims, les cartes, les graphiques et les ranges de prix et de capacité de payer, de prix des loyers. C'est sûr qu'il faut les ajuster au prix actuel, sauf que c'est pas grave. Il donne quand même l'idée de où est-ce que ça s'en va. Par exemple, l'article, le chapitre de TED montre que quand, par exemple, un revenu annuel minimum pour qu'un loyer moyen soit abordable, c'est-à-dire 30% du revenu, ce qu'on appelle le taux d'effort, évidemment. En 2011, à Verdun, c'était 752. En condo, en versement hypothécaire, on parle de 1074 $. Là, évidemment, c'est en 2011. Si on rapporte ça en 2025, c'est d'autres chiffres, mais ça vous montre une différence de quoi? Une vingtaine de pourcents, 15-20%. Le condo, c'est pas nécessairement plus abordable. Dans le fond, c'est une passation d'argent monumentale à des banques, des hypothèques, etc. Donc, oui, c'est orchestré par des pouvoirs publics. Et je trouve que le livre le montre vraiment bien de façon ancrée. C'est ça qui est cool, c'est que tout le monde est ancré dans son quartier. Les gens écrivent à partir de leur perspective de quartier et ça paraît. C'est pas juste des universitaires comme nous autres qui débarquent dans des quartiers et qui font hey, qu'est-ce que vous pensez? Je ne vais pas dénigrer notre travail. C'est quand même, il faut se rappeler que c'est vraiment des chapitres qui sont extrêmement ancrés dans le vécu, dans le travail, dans la lutte, dans la militance et dans des intellectuels que vous êtes, finalement, qui avez écrit là-dedans. Grassroots enracinés, finalement. Donc, bravo. Qu'est-ce que je voulais dire? Sur l'épidémiologie, tu as parlé un peu de la gentrification dessus. C'est vrai. En ce moment, je suis en train de finir une étude avec la santé publique sur les évictions en RPA, notamment à Mont-Carmel et d'autres places. Et j'ai fait la revue de littérature épidémiologique, notamment en Espagne, après la crise de 2008, et aux États-Unis, avec toute la crise des reprises, évidemment, post-2008. Ce qu'on remarque chez les personnes aînées, notamment, c'est 40% de plus de morbidité après une éviction. Mais tous les autres indicateurs sont au rouge aussi. Là. Dépression, pensée suicidaire, toxicomanie, haute pression, même les maladies chroniques, diabète, maladie du cœur. C'est négatif pour tout. C'est peut-être la pire chose qui peut exister. Sauf que comme problème de santé publique, on n'en parle jamais. Alors que ça devrait être un des problèmes centraux de la santé publique. Souvent, la santé publique, on dirait que ce qu'ils font, c'est juste manager les problèmes du capitalisme. Un peu. Ouais, la fonderie Horn pollue, mais on va peut-être ajuster un peu. Les évictions, ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais tu sais, finalement, quand on parle de mort sociale, finalement, c'est quoi la mort sociale? C'est Engels qui disait ça pour parler d'Engels tantôt. C'est Engels qui a inventé ce concept, qui disait que finalement, les inégalités sociales tuent les gens ou réduisent leur espérance de vie à cause de conditions sociétales. T'sais. Si on les mettait dans d'autres environnements, ils vivraient beaucoup plus longtemps. Ben, c'est exactement ça qui se passe avec la gentrification. Puis on le voit bien avec l'exemple du début. Là. Et puis dans mon étude aussi sur vieillissement et crise du logement, j'ai aussi parlé à beaucoup de gens qui étaient dans des conditions terribles. Malheureusement, souvent quand on fait des études, on ne suit pas nécessairement les gens pendant 10 ans de façon longitudinale pour savoir où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en va. C'est ça qu'il faut faire. Mais ça, c'est les épidémiologues qui font ça. Sur des plus grandes périodes pour savoir si leur état de santé s'est dégradé ou autre.
Mais ce qu'on remarque, c'est mais il y a beaucoup d'histoires de gens finalement qui tombent en dépression, qui meurent prématurément, ou qui disparaissent, qui font juste changer de quartier, qui sont plus là finalement. Donc, oui, la gentrification, ça reste une grande violence structurelle qui est encouragée par les pouvoirs publics. Dans la présente campagne électorale, bizarrement, on n'en parle pas tant que ça. C'est ça qu'on parlait avant l'ouverture de cette soirée, c'est que peut-être que ça pourrait être une question qu'on pourrait discuter collectivement, mais avec tout ce qui se passe aux États-Unis, les troupes civiles, je veux dire, les problèmes géopolitiques, etc., c'est comme si ce problème était rendu en deuxième ou troisième, relayé en troisième position, sauf qu'il continue d'exister, sauf qu'il continue d'être très présent. Et puis, si Ensemble Montréal gagne la mairie, ce qui est très possible, ça va certainement donner une autre couleur à la gentrification. Projet Montréal donne une certaine couleur à la gentrification. C'est aussi un train assez actif de gentrification. Il y a une des conseillères du plateau, je ne vais pas la nommer, mais qui est propriétaire de plusieurs blocs puis qui est bien des locataires. Je veux dire, quand on commence, puis il a fait une étude, quand on commence à s'intéresser à qui dans les partis possède des logements puis évince des locataires, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, en fait. Oui, il y avait une étude de Pivot aussi sur l'Assemblée nationale, comme quoi c'était tous des propriétaires finalement. Donc c'est par épaule des propriétaires, puis ça nous ramène au livre de Louis Gaudreault, justement aussi, le promoteur de la Banque Laurentier, qui montre que les constitutions nationales des États ont été construites sur le droit de propriété. C'est peut-être le droit le plus fondamental de nos constitutions, en fait, le droit de propriété. Bref, tout ça pour dire que, pour terminer, je sais que le Frappru en ce moment est en train de s'intéresser aussi à tous ces véhicules un peu hybrides, là, de logements sociaux qui ne sont pas du logement social, à travers le nouveau FAC, le programme d'habitation abordable du Québec. Mission Utainée, dans le cadre du vieillissement, c'est un bon exemple. Ça, c'est le groupe Maurice, qui est une compagnie de RPA, la plus grande, qui est peut-être un actif immobilier de 5 milliards environ, ou un petit peu moins. En tout cas, ils ont des milliards de dollars dans les paradis fiscaux, notamment. Ça, c'est Anne-Claude qui l'a prouvé à l'IRIS. Et puis, ces gens-là investissent maintenant dans l'habitation abordable. Donc, notre logement social maintenant vient du privé immobilier. C'est là qu'on est rendu dans la gestion publique du logement abordable et social. C'est qu'il faut reconnaître que ces questions-là ont quand même résonné. Je veux dire, les luttes contre la gentrification et tout, je veux dire, c'est plate à dire, mais les vitrines explosées, les manifs et tout ça, ça a eu un effet. Il y a eu, puis Marcos, tu le montres dans l'intro, avec l'occurrence des termes, c'est quand même assez, c'est non négligeable. Là. Oui, il y a une résistance qui est là, puis les gens qui font la résistance, je pense au comité Bail et à d'autres, le savent très bien, à chaque jour ils en font. Ça s'est quand même rendu dans les hautes sphères, ils ont dû s'ajuster finalement en faisant, oui, on va faire du logement abordable, mais d'une certaine façon, qui est finalement en accord avec leur vision néolibérale du logement. Bon, bref, je vais m'arrêter là, je pense, parce qu'on va passer la parole à l'Assemblée, mais je voulais juste dire que ce livre-là est fondamental pour le côté éducationnel, éducatif, que ce soit au cégep, à l'université, pour les gens qui s'intéressent au logement, pour tout le monde, finalement, puis il est facile à lire, puis il est le fun. Bravo. Merci. Si vous avez la parole est à vous, si vous avez des questions, des commentaires, puis aussi pour les personnes qui ont contribué aux différents chapitres, si vous voulez rajouter quelque chose. La petite musique qui nous accompagne pour ça. Donc la parole est à vous. Moi, je dirais qu'il faut militer pour le logement. Il n'y a pas une annonce dans les médias. On parle beaucoup des itinérants, mais on ne se demande jamais pourquoi il y a des itinérants. Moi, j'ai déjà parlé des itinérants, puis je veux dire, ils avaient un logement, mais ils ne peuvent plus faire face à la chanson du prix du loyer. Donc, ils sont obligés de quitter. Puis, il y a des grosses contradictions. Habiter un si grand territoire comme le Québec, puis avoir autant d'itinérance, je trouve que c'est honteux. Puis le droit au logement, ben c'est, comment je dirais ça, c'est un droit pour tout le monde. Et
et j'invite les gens à militer dans des comités de logement ou pour des projets. La personne qui est à ma gauche. On milite pour un projet de 800 logements sociaux dans la Petite Patrie. Petite Patrie, pour les gens, c'est dans le cœur de Montréal. C'est entre, disons, nord-sud, c'est entre Rosemont, puis à peu près Jean Talon, puis est-ouest, là, vous pouvez imaginer. Donc, il y a un projet de construction de 800 logements sociaux sur l'ancien territoire de la STM, qui est la Société de transport de Montréal, et qu'eux autres, ils ont déménagé plus vers l'ouest. Fait que là, il reste un grand terrain qu'il faut décontaminer, on s'entend, mais qui est un espace, en plus, très bien situé près de la mobilité, tu sais, entre deux stations de métro, là, c'est dur à battre, là, tu sais, entre Rosemont puis Beaubien. Et donc, je trouve que c'est pour pouvoir occuper le droit d'occuper le territoire, de l'habiter, je pense que c'est faut militer pour le logement. Je trouve que c'est fondamental. Puis, quand j'entends une des dirigeantes de la STM, qui est la Société de transport de Montréal, puis qui est toute offensée parce qu'elle a trouvé un matin un itinérant qui dormait dans un abribus. C'est pas demandé pourquoi il avait dormi la nuit passée dans l'abribus, elle le condamnait déjà en partant. Donc, je trouve que il faut défaire les mythes, puis il faut aussi militer pour des solutions. Puis c'est long, je vous le dis, là. Moi, je demeure dans une coopérative, puis ça a pris pas loin d'une trentaine d'années pour mettre sur pied le projet, puis de frapper aux portes. Puis c'est fou. Quand j'entends notre premier ministre qui parle constamment d'efficacité, je suis rendue allergique, je fais des boutons là, quand j'entends le mot efficacité, parce que est-ce que c'est efficace quand on voit l'état des lieux en termes de qu'est-ce qu'on va proposer comme solution? Puis c'est, en tout cas, j'ai envie de dire que militer pour pouvoir vous loger sur le territoire, habiter le territoire là, pleinement, puis pas faire n'importe quoi, là, mais vraiment, là, je trouve que c'est une belle cause. Vous cherchez une cause, là, il faut se mobiliser pour habiter le territoire. Oui, je suis tout à fait d'accord, oui, oui. Puis de la même façon qu'on parle de droit à l'éducation, droit à la santé, ben, il y a un droit au logement. Puis quand on voit la gestion des campements, plutôt que de juste les tasser, ça pourrait poser la question comme droit fondamental. Donc, justement, dans mon quartier, il y a comme une espèce comment on dirait, pas de route, mais pour le piste cyclable. Mais ça devient finalement une piste pour tout le monde, marcher ou les trottinettes et les bicycles. Et ça traverse vers l'ouest un ancien terrain, et il y avait un champ, pas un champ, mais des tentes, là. Puis il y a un monsieur qui me disait, mais moi, avant, j'avais un logement. Et il dit textuellement ce que tout le monde, ce que vous autres, vous savez, vous écrivez dans vos livres, c'est que c'est trop cher. Quand le loyer a été trop élevé, il est obligé de quitter son logement. Ce qui fait qu'on se ramasse avec plein de gens d'itinérance. Il y aurait quelque chose à écrire juste sur l'itinérance. Moi, je pense que ce qu'il faut ramener de ça, Francine, right? Oui. L'itinérance, là, il n'y a personne qui veut perdre son logement. Ouais. Tu sais, c'est comme. Mais le discours, on le voit aux États-Unis en ce moment, même au Québec, c'est du monde qui ont choisi d'aller dans la rue, ils prennent tu sais, le discours stigmatisant qu'on connaît, là, mais tu sais, il faut ramener le point originel que personne ne veut perdre son logement. Tu sais, il n'y a personne qui s'attend. C'est toujours une perte de logement qui commence l'itinérance. Oui, en Tout tout le cas. temps. Il y a un gros projet de 800 logements sociaux là, dans la Petite Patrie. Là. Il a besoin de Gilles Bras. Là. merci. Oui, pense. Oui, tout à l'heure, on parlait des élections municipales à Montréal. J'ai eu
tout à l'heure écouté un grand bout du débat qui se passe, qui était dans le sud-ouest de Montréal. Et on parlait d'habitation, le bout que j'ai écouté. Et à peu près jamais on a parlé de logement social. Et là tu as là-dedans deux partis qui se disent plus progressistes que les autres. Là. Maintenant, le terme logement social, c'est out. Tu parles de logement hors marché. C'est ça. Mais qui est pour moi une forme de gentrification de l'aide à l'habitation. C'est que tu ne t'adresses pas au même monde. Quand tu parles de logements qui sont au prix du marché et qui peuvent même aller jusqu'à 150% du loyer du marché, tu ne t'adresses pas au même monde. Là. Tu t'adresses vraiment à une classe sociale qui est différente. Et malheureusement, à l'heure actuelle, on s'en va vers ça. Et je te dirais que jusqu'à un certain point, le milieu communautaire est un peu contaminé par ça. Encore une partie du milieu communautaire en habitation est un peu contaminé par ça. L'autre enjeu moi, qui me pose beaucoup de questions quand on parle d'itinérance, entre autres, c'est comment maintenant le débat sur l'itinérance, ça devient un débat sur la cohabitation sociale. C'est ça l'itinérance. Le problème de l'itinérance, c'est que ça emmerde ceux qui ont un logement. On est rendu loin, là. On est vraiment rendu loin. Pour moi, même dans le processus de gentrification, ce que ça veut dire maintenant, pour les formes concrètes que ça prend, on est dans très différent de ce que c'était dans les années 80 quand ça a commencé, ou même dans les années 2000. On est vraiment dans quelque chose qui va encore plus loin, qui exclut de plus en plus du monde, qui les pousse dans la marginalité absolue. Là. Quand tu t'expulses même du monde de la rue, ce qui arrive avec des campements, c'est un niveau supérieur. Le niveau supérieur, c'est la garde nationale déployée pour enlever les gens puis les amener, c'est beau. Juste, je suis d'accord avec François, mais juste pour au niveau du discours sur l'itinérance, non seulement, oui, la cohabitation sociale, mais c'est rendu encore plus loin, c'est devenu dépeint comme un enjeu de sécurité. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment grave parce qu'en fait, on dépeint les populations itinérantes comme dangereuses. Donc, c'est vraiment un niveau encore plus, je dirais, dangereux pour la vraie, ce que j'appelle la vraie cohabitation sociale, c'est-à-dire que non seulement ils font chier parce que ils sont dans la misère, mais là, finalement, on les dépeint comme dangereux. Donc, c'est vraiment c'est une dérive sécuritaire qui est très, très dommageable pour le district. Puis avec la logique sécuritaire, c'est un préalable à la négation des droits. Si quelqu'un est une menace, tu n'as plus besoin de respecter ses droits, parce que la menace écrase tout le reste, et ça justifie le traitement après. Les élus déforment la réalité. Nous, on a vu dans Hochelaga, en fait, le maire qui dit qu'il y a eu des enjeux d'attaque, et puis quelqu'un vient le questionner au conseil municipal, et il demande est-ce qu'il y a eu des appels à la police. Et le maire est incapable de répondre, c'est-à-dire que finalement, l'intervenant est en train de démontrer que ces allégations de violence, en fait, elles sont inventées. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment grave ce qui se passe, puis à suivre pendant la campagne. Puis quand les études montrent aussi quand un quartier se gentrifie, surtout quand il y a justement cette cohabitation, coexistence entre différentes populations racisées et non racisées, les nouveaux arrivants, s'ils sont blancs, vont souvent être beaucoup plus enclins à appeler la police lorsqu'ils voient une personne suspecte en train de rôder, qui est juste un voisin finalement. Et là, la police débarque et donc ça fait monter les statistiques de criminalité du quartier. On dit qu'il y a un problème de crime dans le quartier, alors qu'en fait, c'est les nouvelles populations qui paniquent tout le temps et qui en fait, appellent la police et qui créent le problème qu'après les autres prétendent régler. Et c'est donc vraiment une instrumentalisation du politique pour arriver à ces fins de gentrification en voulant chasser des populations indésirables. J'aurais plein d'exemples à nommer dans le quartier parce que moi, j'ai travaillé pendant 3 ans, mais vraiment le politique qui essaie d'inventer des histoires qui n'existent pas. Donc, c'est vraiment scandaleux. Pour aller un peu plus loin, en parlant de montée du fascisme, parce que, en fait, c'est ça, en fait, c'est qu'on voit aux États-Unis des gens qui sont carrément... Washington, la capitale des États-Unis, on la vide, on nettoie socialement des indésirables, des sans-abri notamment, mais aussi des personnes en exil qui sont migrantes, qui viennent d'arriver, qui n'ont pas nécessairement de statut. On vide la ville avec l'aide des forces de l'ordre, de la police, de l'armée. Puis, dans plusieurs villes, on criminalise aussi la solidarité envers les personnes qui sont à la rue, qui se retrouvent à la rue parce qu'elles sont évincées. Donc, il y a des pratiques comme ça qui sont importées ici au Québec, au Canada. Puis, de plus en plus, il y a une montée de l'autoritarisme et d'un discours fascisant qui fait que, puis, il y a la non-intervention des agents municipaux
des administrateurs de la ville ou du gouvernement, ben, l'intervention dans le sens de donner le libre jeu, la libre place au jeu du marché, puis aux compagnies de sécurité privées aussi qui prolifèrent. Ça donne le jeu, tu sais, pour les entrepreneurs aussi qui agissent comme de petits agents de la Gestapo, qui créent des compagnies de gestion pour aller harceler puis intimider les locataires, pour les mettre à la rue plus facilement. Puis là, ben, ce qu'on voit, c'est ça, c'est qu'il y a comme pas beaucoup je pense qu'il y a une difficulté à mobiliser dans le milieu du logement, parce qu'il n'y a comme pas d'horizon à offrir à personne, en fait. Tu sais, c'est comme, on se fait évincer de chez soi. Les personnes qui restent dans les quartiers qui sont vraiment, vraiment gentrifiés, ben, tu sais, sont vieillissantes, sont poquées. Puis les personnes qui sont là, tu sais, c'est très dur de résister, en fait, en métropole. C'est très dur de résister dans des quartiers hétérogènes, avec beaucoup de contrôle, beaucoup de surveillance. Puis là, on banalise ce contrôle-là et cette surveillance-là accrue de plus en plus parce qu'on n'intervient pas, en fait, pour changer la donne. Puis là, ben, on s'isole parce que les gens manquent matériellement, n'ont pas le nécessaire pour manger, pour s'abriter, etc. Puis le communautaire ne fournit pas, en fait. Fait que je sais pas c'est quoi la solution, mais juste comme ça. c'est vraiment inquiétant, en fait, parce que comme tu le disais, Marcos, c'est comme les droits sont attaqués, mais sur plusieurs plans, en fait. Nos droits et libertés fondamentales sont présentement attaqués. Il y a plein de projets de loi, au fédéral, au provincial, qui attaquent nos droits et libertés fondamentales. C'est ça notre carte de référence. Le communautaire, notamment, c'est ça notre carte de référence, c'est le légal. Mais le légal est en train de sauter, en fait. Les verrous, un à un, sont en train de sauter. C'est absolument inquiétant. Oui. Ah, ici, ok, je peux. Oui, ce que François dit tantôt sur le souhait de gentrification du logement social et du logement hors marché, on le ressent beaucoup. Il y a un documentaire qui est sorti il y a un an, je crois, qui suit un couple qui se fait évincer et tout. Puis le couple, malgré tout son récit d'éviction, dit à la fin du documentaire: ah non, nous on s'inscrit pas pour du logement social, on n'a pas vraiment besoin de ça. Puis c'est une classe, eux sont comme avocats et je sais pas quoi, c'est une classe sociale qui se dit que c'est pas pour eux le logement social, même s'ils sont comme tout le long du documentaire victimes du coût des logements et des évictions et tout. Ça ne les concerne pas. Peut-être qu'ils vont se sentir concernés par le logement hors marché, par exemple, parce que ça n'a pas le même. C'est pas le même code. Mais moi, j'ai travaillé pendant des années en itinérance, puis on voit un glissement de population où, pendant longtemps, on travaillait avec des personnes qui vivaient de l'itinérance chronique, intergénérationnelle, qui vivaient beaucoup d'autres enjeux que la question du logement, qui les menait à l'itinérance. Mais tranquillement, avec les années, après 2020 surtout, on a commencé à avoir des personnes qui étaient col bleu, des employés de la Ville de Montréal, des gens qui travaillaient temps plein et qui étaient dans la rue. Perdent rapidement leur emploi. Ça a des conséquences très rapides sur ces personnes-là. Mais il y a vraiment eu un changement de population et là, on a l'impression que les mesures qui sont prises seulement parce que ça concerne une nouvelle population. La Maison du Père dit que 44% des nouveaux itinérants, c'est des personnes aînées. Ouais. Qui étaient bien corrects avant. Absolument. Capote. Puis même, en tout cas, le gouvernement commence à s'en rendre compte. Ils sont en retard. Mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais ils s'en rendent compte. Il y avait aussi. Même ici, oui. Je voudrais vous demander, je pense que c'est pas adressé dans votre livre le vécu pour les communautés de Premières Nations. Parce que quand on parle d'itinérance, c'est qu'il y a beaucoup de gens, puis j'imagine que tout le monde connaît l'histoire quand l'ancien hôpital chinois a déménagé, puis que tout le quartier était contre comprendre ce lieu-là, un lieu d'hébergement pour les gens qui viennent du Nord pour se faire soigner en ville. En fait, moi, je cherche en tant que consommatrice de l'éducation populaire à mieux comprendre, parce que ça fait 45 ans que je suis au Québec, mais que je ne côtoie pas les gens de Première Nation. Et que, pourtant, je les vois devant les bouchées de métro, des gens qui me ressemblent étrangement, et que j'entends des histoires que tout un quartier qui est refusé, un lieu qui est presque abandonné pour les accueillir. Est-ce qu'il y a des leçons aussi? Est-ce qu'il y a des lois aussi pour ces communautés-là qui différencient de la loi accès à logement que nous avons? Si vous pouvez aussi me pointer sur où je pourrais en apprendre davantage. Des lois sur disons, des programmes d'accès au logement pour les populations autochtones, vous voulez dire? Ou est-ce qu'ils ont les mêmes droits que nous
à avoir des propriétés, d'être propriétaire d'une maison ou un logement? Bah, autant que je sache, oui. Après, la question, c'est qu'ils ont la capacité et les moyens. Ça, c'est notre histoire. Maintenant, mais pour les programmes visant spécifiquement les populations autochtones, ça, je dois avouer que je ne connais pas du tout le sujet. Donc, je ne sais pas si toi, tu connais un peu ça, mais moi, je... Continuer dans les réserves pour avoir un certain droit. Lorsqu'ils sortent à l'extérieur, ils subissent les mêmes contraintes que nous, avec toutes les oppressions qu'ils ont de plus que les immigrants nouvellement arrivés. Oui, ben après, il y a sûrement aussi toute la discrimination qui va s'exercer à leur endroit, qui va les priver de l'accès au logement. Mais au niveau des programmes qui pourraient les appuyer spécifiquement comme population, ça, je dois avouer, je ne connais pas. Donc, je ne sais pas du tout s'il y en a ou il n'y en a pas, ou lesquels. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sauraient, mais... ouais. Ben, il existe des programmes pour des Autochtones qui vivent en milieu urbain. Ouais. Cela étant dit, c'est de logement social, mais c'est des petits programmes. Ça se répand autour du regroupement des centres d'amitié autochtones. Ils ont créé un organisme qui s'occupe de ça. Mais c'est très embryonnaire. Ça en est fait un peu dans les années 80. Mais ça demeure très peu par rapport à l'ampleur des besoins. Et puis, effectivement, le gros problème, c'est la discrimination. Là, quand tu habites dans une ville comme Val-d'Or ou La-Tuque, ou à côté des proches de communautés, c'est très clair que le racisme est épouvantable. Puis ça se manifeste entre autres par de la discrimination quand tu cherches ton logement. Puis dans les communautés mêmes, ben là, c'est autre chose. Puis effectivement, dans les communautés mêmes, le droit à la propriété n'existe pas. Là. Ah ouais. Je sais pas si... Oui. Ouais, j'ai une question pour Jeanne-Claude. Avant de la poser, je tiens quand même à François, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au narratif, au discours qui est tenu, puis qui rejoint le discours sur la sécurité. Je mets ça en contexte aussi. Tu es arrivé dans la banlieue à Saint-Germain, 15 ans, avec 18 amis. C'est une banlieue avec des maisons à 800 000 $, des maisons familiales. Il y a 15 gamins sur un trottoir, un appel à la police, c'est quelqu'un qui a une arme, il débarque à 3 voitures, et il se fait tirer. Après ça, il y a tout un narratif, tu le vois sur les réseaux sociaux d'où ça vient, on ne peut pas en parler, on attend l'enquête, mais il y avait des masques, il y avait des battes de baseball, ils avaient des cagoules noires, il ne faut pas en parler, mais dans tous les médias sociaux et dans la presse, il te fait un article, c'est clair que quand tu lis ça, tu as envie de dire ouais, c'est sûr que si ça arrivait avec des battes de baseball, il fallait le tirer. Il y a une déviance du discours hallucinante. Ma question, je trouve que c'est vraiment chargé en ce moment de parler de ça, mais quand même, il faut le dire, il y a un enjeu là de vie urbaine, de narratif, puis de dérive sécuritaire. On va attendre l'enquête. Donc parlons plutôt là, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce qui se passe au niveau fédéral avec les investissements qui étaient annoncés. Besoin d'être un expert, mais j'ai vu quand même certains groupes sociaux et associations en Ontario, y compris des associations qui luttent contre l'itinérance, qui semblaient être assez positives dans la réception. Les plus radicaux semblaient dire, en tout cas ceux que j'ai vus semblaient dire, on va attendre le voir, mais il y en a certains qui embarquaient à fond en disant, super bonne initiative, des montants importants, ça va faire une différence. Est-ce que pour vous, ça s'inscrit, je pense à François là, dans un nouveau narratif, là où on parle justement des entreprises privées qui arrivent pour sauver... Là, tu parles des 4000 maisons préfabriquées, tout ça, là ou tu parles... Les milliards qui ont été annoncés, ouais. La volonté de construire des logements ou des projets comme l'hippodrome, là où ils promettent 20% de logements sociaux. Est-ce qu'on va vers une tendance, on dit ok, il y a de l'argent qui arrive, ils ont compris la problématique, ou on est plus dans... Je laisse répondre, on est plus dans Si je peux me permettre, le budget Carney, je pense que c'est une économie de guerre, sans le dire. C'est pas une joke, là. Ils mettent 9 milliards pour remonter à 5% de budget du PIB pour le temps. On se prépare à une 3e guerre mondiale potentielle. C'est du logement préfabriqué, ça nous ramène directement à les maisons de Corbusier. Fait que c'est là qu'on s'en va.
Les maisons, j'ai pas compris. Le Corbusier construisait des maisons préfabriquées pour les bases militaires. Les maisons de vétérans aussi. Dans l'est de la ville. Dans l'est de la ville, les maisons de vétérans, quand ils sont revenus, puis justement, tu en parles dans ton livre, François, qui ont fait des manifs, des squats. Mais c'est un peu vers ça qu'on s'en va. Je sais pas fais trop. la différence dans le discours là. Il y a la gentrification, puis ma question, puis le fait qu'en Russie, en Chine, puis ailleurs dans le monde, il y a des gens qui se préparent aussi à la guerre. Il y a peut-être une économie de guerre qui se prépare entre différentes nations, mais là, il y a un programme d'investissement dans la construction de logements et de maisons. Est-ce que ça s'inscrit dans une tangente qui semble favorable ou selon vous? Non. Non. Juste la façon dont tu as posé la question, tu as répondu. En fait, on ne sait pas exactement où il s'en va avec cet argent. On injecte de l'argent dans l'économie immobilière. Pour l'instant, c'est juste ça qu'on est sûr. Il y a de l'argent qui va être investi, qui va servir à construire des maisons, pour qui, à quel prix à la fin, on n'en a aucune idée. Donc, ça a juste l'air. Puis, on essaye, là, le Frappeux, d'autres, justement, tu disais, on ne le sait pas, on attend de voir. Tu as dit dans ta question, les groupes les plus radicaux disaient on attend de voir parce que dans les faits, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on reste dans la logique on n'est plus dans les subventions, on est vraiment dans la logique de financer, mais avec profit, intérêt, hypothèque. Et ça ne fait pas des logements qui vont régler la crise. Parce qu'on parlait de lutte de classe tantôt, moi j'ai un peu envie de rebondir là-dessus. Je serais curieuse de savoir combien de fois encore il y a l'occurrence gentrification depuis qu'on parle de la crise du logement. C'est parce qu'en fait, les médias ils sont emparés, même le gouvernement, de la crise du logement, mais la crise du logement de la classe moyenne, de leurs enfants, de leurs amis, des fois de leurs parents. Mais, donc, oui, on parle de logement maintenant, on parle de crise du logement, on parle de problèmes de logement, mais on n'est plus dans la lutte de classe qu'on portait, nous, quand on parlait plus de gentrification. Donc, on n'est pas dans la lutte de classe actuellement du tout, avec les annonces, que ce soit au provincial ou au fédéral. C'est des gros chiffres, c'est des promesses, mais qui sont pas claires du tout, à part qu'on sait qu'il y a des banques qui vont se faire battre de l'argent avec ça. Ça, on en est sûr. Mais alors, c'est la seule garantie à date qu'on a. Tu sais, le Frappeux, tout le monde essaie d'analyser qu'est-ce qui s'en vient, puis c'est vraiment pas clair l'impact que ça va avoir, à part que ça risque d'être inflationniste, puis qu'il y a des banques, je répète, là, qui vont s'en mettre dans les poches. Mais je pense que aussi dans la mesure où il y a eu des décennies de coupures, le simple fait qu'il y ait de nouveau des investissements massifs dans le logement, beaucoup de gens disent au moins c'est mieux que des coupures, c'est sûr, si on investit. Mais la logique sous-jacente, c'est un peu de dire on va résoudre la crise du logement, c'est un problème d'offre. La crise du logement, c'est un problème d'offre. Donc, on va investir pour faire augmenter l'offre. Et là, le marché va s'équilibrer. S'il y a davantage d'offres, la demande va être satisfaite. Puis là, l'équilibre de l'offre et la demande va faire que le prix, on va trouver un prix moyen qui va correspondre, disons, à une masse critique qui va stabiliser le marché. Et donc, le problème va disparaître de lui-même grâce au miracle du fonctionnement de l'économie de marché. Avec une logique de trickle-down, même, à la limite. On investit vers le haut. Puis à la limite, comme on dit là, ça percole, puis à la fin, tout le monde en bénéficie, alors que ça fait des décennies que tout le monde, que ça percole pas. Ça percole vers le haut, mais pas vers le bas, quoi. Il y a des pièges. Parce que vous pouvez construire, mais vous pouvez construire chipette. Fait que quand ils annoncent, il faut penser en termes de durabilité. Ça fait que si tu construis massivement, logement, mais de façon cheap, tu peux avoir des subventions pour, mettons, tes bâtiments. Mais sauf que, comme la durabilité, la notion de développement durable, ici, il n'est pas tant, là. Parce que, je veux dire, c'est pas durable. Donc, après coup, après un certain nombre d'années, c'est les résidents qui doivent défrayer les coûts pour refaire ce qui a été construit. Moi, je demeure dans une coopérative d'habitation, puis c'est ça, 95 unités. Ça se voulait une coop environnementale. Bon, c'est bien beau, là. Sauf que 15 ans plus tard, c'est neuf, là. Ça a été livré neuf. 15 ans plus tard, on doit refaire tous les parements dans la cour intérieure qui est déployée sur 3 rues. Okay? Donc, c'est des millions là, qu'il faut dépenser. Fait que là, on se demande la notion de loyer social, de logement dit social, à quoi ça tient, là? Parce que là,
c'est vraiment en termes de millions. Donc, moi, je mettrais un bémol et j'irais voir parce que c'est là que tu te rends compte qu'il faut que tu sois proche des projets puis que tu regardes, oui, mais c'est quoi les impacts, tout ça. La plupart des gens, je dirais, que dans ma coopérative, ceux qui avaient cette vision-là, je veux dire, ils connaissaient rien dans la construction du logement. Puis, tu sais, on se voulait, oui, mais ça, on voudrait que ça soit plus, tu sais, l'aspect environnemental. Puis, mais il faut voir dans quel cadre. Comment si, après 15 ans, on ne parle pas de 25 ans, on ne parle pas de 30 ans, de 50 ans de durée de vie, on parle de 15 ans, puis qu'on doit investir autant d'argent pour refaire ce qui a été construit neuf. Là, je pense que c'est pour ça qu'on voit que c'est pas parce qu'on accède à un logement que le problème est réglé. Ouais. De même pour les propriétaires. On a vu ça en 2008 avec la crise. C'est parce qu'on achète qu'il n'y a plus de problème du tout. Parce qu'après, les taux d'intérêt peuvent fluctuer, on peut perdre son emploi, il peut se passer plein de choses. Dans la question du logement, elle ne se règle pas définitivement. C'est un problème récurrent ou constant. Et ce n'est pas un truc qui a une solution miracle où juste on rentre dans un logement, puis ça y est, c'est plus mon problème en fait. Alors que oui, en fait, c'est le reste. Donc, si je peux me permettre de renchérir sur ce que Patricia disait, peut-être pour répondre en partie à monsieur, c'est que la question, on dit toujours follow the money. Là. Donc, la question, c'est pas juste en chiffres l'investissement qu'on voit. Je pense que si on regarde historiquement les choix de politique publique qui ont été faits en matière d'investissement, ils nous permettent malheureusement probablement de prédire le futur par rapport aux investissements qui viennent d'être annoncés dans le budget Carney. Je pense que le meilleur exemple, en tout cas auquel moi je pense en ce moment, c'est vraiment quand on a vu la stratégie nationale du logement, la stratégie canadienne, être mise en branle. Et là, c'était de l'argent sur la table. C'est le plus gros investissement depuis 1983, j'imagine, en matière de logement au Canada, en dizaines de milliards de dollars. Là. Tout le monde était bien énervé. Là. Mais une fois qu'on a analysé concrètement qu'est-ce qu'on finançait et comment on le finançait, ben, tout le monde, la réalité, elle était beaucoup plus macabre. C'est qu'on a vu deux tendances principales se démarquer. De un, se détacher de la logique du logement sans but lucratif basé sur le revenu de la personne. Donc là, on est arrivé avec les équivalents au provincial qu'on connaît comme le FARC, Logement abordable Canada, toute la dynamique et Trudeau s'était dit que qui est capable de construire vite, ben, ça va être les promoteurs privés. On a valorisé la construction privée, on a valorisé les promoteurs et développeurs privés. On en est arrivé, on a valorisé les programmes aussi où la notion d'abordabilité a été modifiée entre 125 et 150% du logement marchand de l'ensemble comparatif. Donc, on n'est plus dans une dynamique d'accessibilité, là. Et on y a mis des milliards de dollars. Et là, on a un gouvernement qui dit, ouais, ils n'ont pas vraiment réussi, même en leur injectant 12 milliards, là, si je pense à juste le programme Logement abordable fédéral, ben, ça n'a pas donné les résultats. Nécessairement parce qu'on part sur la mauvaise prémisse. On continue à alimenter un marché privé qui est incapable de loger nécessairement les gens en fonction de leur propre revenu. Puis l'autre grosse partie de financement qu'on voit et que je m'attends à revoir dans le budget Carney, c'est tout ce qu'on a parlé à plusieurs reprises, le financement de l'itinérance pour tenter un genre de cohabitation sociale. Donc, on finance le logement, l'hébergement d'urgence massivement, mais qui n'est pas une solution à long terme. Caser du monde dans des dortoirs, ça ne peut pas être la solution à long terme en matière d'itinérance. On finance donc énormément d'hébergements d'urgence. On en a besoin, loin de moi de dire le contraire, là. Mais ce n'est pas la solution. C'est une manière, au contraire, d'invisibiliser l'itinérance parce qu'on ne veut pas la voir. C'est correct s'ils habitent tous à la maison du père puis qu'ils ne me dérangent pas puis que je n'ai pas besoin de les voir puis qu'ils ne sont pas en train de camper dans mon parc. Ça passe en matière de cohabitation sociale puis en matière du discours sécuritaire par rapport à l'itinérance. Donc, on a énormément d'investissements sur l'hébergement d'urgence, alors qu'on l'a nommé, Julien l'a très bien nommé, l'itinérance est toujours un problème de logement. Puis en matière d'enjeux sécuritaires,
c'est encore une plus grande démonstration. Parce que si moi, j'ai un logement dans lequel j'habite, puis que je paye mon loyer, puis que personne ne vient me déranger, ben, il n'y a pas d'enjeu si j'ai le droit de consommer dans mon logement. J'ai le droit de faire du bruit dans mon logement. J'ai le droit d'aller à la salle de bain dans mon logement. J'ai le droit de me nourrir. J'ai le droit d'avoir un barbecue. J'ai le droit de faire toutes ces choses-là que quand j'en ai pas de logement, puis je suis obligée de les faire dans l'espace public, sont, oui, problématiques. Mais il faut que je mange quelque part, il faut que j'aille à la salle de bain quelque part, il faut que je mette mes affaires quelque part. Moi, j'ai un garde-robe, il y en a qui ont un panier d'épicerie. Et tout ça, c'est ça qui mène à cette sursécurisation avec des arrondissements. Puis Annie l'a très bien dit, moi aussi je suis dans Hochelaga-Maisonneuve depuis des années. L'article porte entre autres sur une étude de cas dans Hochelaga-Maisonneuve, où c'est ça qu'on voit en ce moment. On n'essaie pas de régler l'itinérance. On essaie de cacher l'itinérance parce que l'arrondissement est tanné des bras dans les parcs. Mais ça ne peut pas être ça la solution. Donc, peu importe combien d'argent tu pitches sur l'hébergement d'urgence, tu n'en arriveras jamais à une solution. Peu importe combien d'argent tu pitches dans le logement privé comme solution à la crise du logement ou la gentrification, tu n'en arriveras non plus jamais. Donc, je n'ai pas lu les fins détails du budget Carney, mais si on peut se baser sur l'expérience de la stratégie canadienne du logement, moi, je suis vraiment pas convaincue que ça va nous apporter quoi que ce soit d'intéressant. Ou de périn à long terme qui veut vraiment régler des problèmes, plus que les cacher et s'assurer que la classe moyenne survive jusqu'à la prochaine élection. Puis il y a du monde qui s'enrichit dans le processus, parce qu'il y a des compagnies qui font beaucoup d'argent aussi dans ce processus. Il est 7h30, j'avais dit à Julien qu'il faut qu'il s'en aille. Donc on peut continuer à discuter informellement, mais... Ah, tu voulais... non, on va discuter informellement, mais on va, je pense, arrêter ici la discussion pour l'instant. Donc merci infiniment d'être venu. Puis comme vous voyez, il y a matière à discussion, donc j'espère qu'on pourra continuer à discuter depuis ça. Parce qu'on ne réussira jamais à cacher les itinérance. Ils sont Entre partout, autres. ils dorment dans le métro, ils dorment partout. Ça fait que c'est un indice. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci.